Alors, je déclare la séance du Conseil ouverte. Je vais commencer à faire l'appel. Donc, Marilyn Wagner, présente. Gérard Lemercier. Sarah Ferraud. Michael Pereira. Camille Dalle. Louis Chouin. Sabrina Bécher. Guillaume Vienner. Pascal Séjourné. Pierre Bibé. Frédéric Paris. Jérôme Varang. Hugues Cantel, qui doit arriver. Pierre Jallet, qui doit arriver également. Laure Beaumartel. Présente. Jocelyn Coinon. Présent. Valérie Diot. Elle a donné procuration à monsieur Lemercier. Thierry Josset. Présent. Laurence Béatrix. Françoise Routier. Chantal Hervieux, qui a donné procuration à madame Beaumartel. Julien Lefebvre, qui m'a donné procuration. Justine Repel. Thérèse Fichet, qui a donné procuration à monsieur Pereira. Ulrich Schlumberger. Présent. Pascal Griot. Présent. Sébastien Lerat. Présent. Sandrine Bozek, qui a donné procuration à monsieur Schlumberger. François Van Fletteren. Présent. Claire Pitette. Présent. Pascal Ditch. Présent. Simon Jaraï, qui a donné procuration à Pascal Ditch. Et Antonin Planchette, qui est excusé. Pour des raisons professionnelles. Oui, mais c'est pas grave, excusez. Non, mais qui voulait donner son mandat, mais comment on ne peut pas avoir deux mandats? Ah non. Donc nous avons atteint le quorum et comme l'a rappelé Pascal, vu que la fin de la réglementation Covid, on n'a le droit qu'à un seul pouvoir. Alors. Donc M. Simon Jaraï a bien donné procuration à M. Pascal Ditch, Julien Lefebvre à moi-même, Mme Dio à M. Lemercier, Mme Hervieux à Mme Laure Beaumartel, Mme Fichet à M. Pereira, Mme Bozek à M. Schlumberger. Oui, donc Antonin avait donné procuration, mais ce n'était pas possible. Je vais faire passer le PV du dernier conseil. Est-ce qu'il y a des observations sur ce PV? Pas d'observation. Je vous remercie. Alors, je vous propose de désigner M. Pereira comme secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des oppositions? Pas d'opposition, je vous remercie. Alors, on va passer à la première délibération, qui est l'élection d'une adjointe au maire. Une motion a été déposée sur le bureau sur le projet de fermeture définitive du souterrain de la gare SNCF, qui est motion présentée par le groupe Uni pour Bernay à Madame le maire à l'occasion du conseil municipal. Mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, attendu que les travaux d'aménagement du secteur de la gare ont commencé, attendu que la SNCF a prévu de rendre accessible à la gare et les quais aux personnes à mobilité réduite par l'implantation d'une passerelle non couverte équipée d'un ascenseur à chaque quai et dans le même élan a prévu et acté la fermeture définitive du souterrain de la gare alors qu'aucune raison technique réelle n'impose cette fermeture. Attendu que la SNCF n'a pas pris en compte les habitudes et besoins des Bernéens, qu'elle n'a ni repéré ni intégré l'utilisation quotidienne de ce passage piétonnier, lien le plus rapide, le plus simple entre le centre-ville et le sud de Bernay. Attendu que la voie ferrée coupe déjà notre ville en deux, la fermeture définitive de ce passage va amplifier la séparation existante, reléguant, éloignant de fait des habitants du sud, mais aussi la maison des associations, les commerces, le futur cinéma. Attendu qu'il apparaît donc clairement que l'utilisation de ce passage piétonnier reste indispensable et que sa disparition augmentera la circulation automobile du secteur. Il m'est donc proposé de mener rapidement une nouvelle réflexion avec la SNCF afin d'imposer la pérennisation de l'utilisation de ce passage au minimum d'une grande partie de sa largeur pour le réel bénéfice de ses administrés. Moi, je ne me rappelle pas si vous étiez présent à la réunion quand la SNCF
et la CNCF est venue. On vous a expliqué pour des contraintes techniques, c'était impossible puisque l'ascenseur fallait qu'il descende et on atteint les nappes phréatiques. On a fait de nombreuses discussions et réunions avec la SNCF où on n'était pas d'accord non plus pour fermer ce souterrain. Il n'y a pas de possibilité. Vu qu'il va y avoir une passerelle avec les ascenseurs pour les personnes à mobilité réduite, on pourra toujours traverser le quai. Moi, je ne peux pas revenir sur le fait que c'est impossible techniquement. Quand je vois qu'on m'écrit qu'il n'y a aucune raison technique réelle qui n'impose cette fermeture, moi je voudrais bien savoir quelle est l'étude technique que vous avez réalisée pour savoir si ce n'était pas possible ou pas. Madame, en aucune façon je ne remets en question la passerelle, mais simplement la conservation du passage piétonnier qui n'impose aucun autre travaux, puisqu'il n'y a pas besoin de creuser, il n'y aura pas d'ascenseur là, il existe déjà. Mais Madame Pittet, vous savez comment elle est constituée, une passerelle? Elle va voir, et tout ce qui est technique, la base de l'ascenseur qui descend jusqu'en bas, parce que quand un ascenseur il s'arrête au niveau, en dessous, il y a encore toute la machinerie qui va avec. Je le comprends très bien, madame. Bien, moi, vous m'écrivez qu'aucune raison technique réelle n'impose. Moi, je veux connaître si vous avez fait une étude approfondie avec l'installation des ascenseurs et autres, s'il n'y avait pas de contraintes. Je ne parle pas d'ascenseur, madame. Je parle simplement de garder le passage piétonnier et de, bien sûr, laisser le projet de la passerelle comme il est prévu. Oui, mais ils sont obligés, ils l'ont expliqué techniquement qu'il fallait fermer ce souterrain pour y mettre la machinerie, pour y mettre tout ce qui va avec. Moi, je ne peux pas aller contre. Nous, on a fait un nombre important de réunions avec la SNCF pour leur faire changer d'avis. On ne voulait même pas de la passerelle. Moi, je ne peux pas aller contre. De toute façon, la passerelle, elle a été accordée pour un permis de construire et toutes les passerelles sont au niveau national, elles sont pareilles. Moi, je n'ai pas de solution et je ne vais pas remettre en question le dossier alors qu'ils sont en train d'attaquer les travaux. Mais dans notre motion, il n'est pas question du tout de critiquer, d'annuler la passerelle, simplement, en plus de la passerelle, laisser le passage piétonnier comme il est actuellement, et même s'il doit être diminué dans sa largeur pour le passage des gaines, c'est quand même plus facile. Alors moi je vous propose qu'on refasse pas le match il y a plusieurs mois qui a eu lieu en nombreuses réunions publiques, et d'ailleurs on a convié non mais écoutez-moi, parce que franchement on a convié la SNCF à venir expliquer à la population ce qui se passait, parce que déjà c'est une décision antérieure, hein, tout ça a été acté avant 2020. Nous on est arrivé, avec Madame le maire, on a subi ça, on a appris ça, on a subi ça, et on a fait des nombreuses réunions avec la SNCF. Rien n'était possible de faire parce qu'ils en étaient au stade quasiment du choix des entreprises quand on les a rencontrés, je crois, en octobre ou septembre 2020, dès qu'on a appris le sujet. Donc honnêtement, moi je veux bien, mais cette motion qui sort là aujourd'hui, il fallait la sortir en 2018 ou en 2017. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est une réalité. Il y a un problème de temporalité dans les personnes qui sont derrière cette motion. Il fallait qu'ils se réveillent un tout petit peu avant. Et là, on aurait fait partie du combat sans problème. Mais là, c'est trop tard. Je veux bien qu'on refasse le match pendant des heures et qu'on embête tout le monde avec ça. Mais honnêtement, c'est terminé. Et ça fait plus d'1 an et demi que c'est terminé. C'est pas de notre fait, c'est la SNCF, c'est l'ancienne gouvernance qui a acté la passerelle et la fermeture du souterrain. Donc à un moment donné, moi je veux bien qu'on revienne perpétuellement sur des dossiers qui sont clôturés, mais franchement on en a plein, si vous voulez, des dossiers à réouvrir, à rediscuter, et puis à repasser notre temps à parler de ça, mais franchement ça va pas faire avancer les choses, et on a besoin d'aller de l'avant et pas de regarder dans le passé. Donc franchement, moi je veux bien qu'on reparle encore de tout ça et que vous existiez encore sur ce sujet, etc. Mais je vous remercie. Je vous remercie. Moi ça me dépasse honnêtement, qu'on repasse encore plein de minutes là-dessus. Donc ça me dépasse vraiment. Je ne comprends pas pourquoi on passe plein de minutes là-dessus. Mais il n'est pas question de remettre en question la passerelle, Monsieur Bibé. J'ai compris, mais on a compris en fait. Mais c'est juste Madame Pittet, on vous a expliqué que le souterrain allait accueillir toute la machinerie et autres. Je ne vois pas comment on peut autoriser un passage avec toute la machinerie qui sera à l'air libre. Enfin, à l'air libre, sans cloison au fond. Moi, je pense que votre motion, elle arrive un peu tard quand même, puisque les travaux ont commencé. Vous auriez pu
commencez à interpeller avec votre motion suite à la réunion qu'il y a eu avec la SNCF au théâtre Le Piaf. Vous venez là à la dernière minute alors que les travaux commencent, que tout le monde est installé. Donc là, je trouve quand même que c'est un peu abusé. Bon, voilà, c'est clôturé le sujet. On passe aux délibérations. Alors, première délibération, c'est l'élection d'une adjointe au maire. Monsieur Pereira, avez-vous une candidate à nous proposer, ou est-ce qu'il y a dans la liste de Pascal ou de Monsieur Schumberger une candidate à proposer? Merci Madame le maire. Oui, effectivement, en ce qui me concerne, je souhaiterais proposer le nom de Laurence Béatrix. Et je rappelle que c'est pour le poste d'adjointe à la culture. Y a-t-il d'autres candidats? Il n'y a pas de candidat, donc je vais proposer qu'on ait 2 assesseurs qui se proposent pour être assesseurs. Monsieur Vienner, merci. Et Sabrina Bécher, merci. Donc vous avez des bulletins sur la table et à l'appel de votre nom, vous irez déposer dans l'urne qui est là. Les personnes qui ont un pouvoir, n'oubliez pas de voter 2 fois. Alors, on peut débuter. Donc, Marine Wagner. Gérard Lemercier. Sarah Ferraud. Michael Pereira. Camille Dalle. Louis Chouin. Sabrina Bécher. Guillaume Vienner. Pascal Séjourné. Pierre Bibé. Frédéric Paris. Jérôme Varangle. Hugues Cantel, il n'est pas arrivé. Pierre Jallet. Laure Beaumartel. Jocelyn Coineau. Valérie Diot, c'est Monsieur Lemercier qui vote pour. Thierry Josset. Laurence Béatrix. Françoise Routier. Chantal Hervieux, c'est Madame Beaumartel.
Julien Lefebvre, c'est moi. Justine Repel, absente. Thérèse Fichet, c'est M. Pereira. Ulrich Schumberger. Pascal Griot. Sébastien Lerin. Sandrine Bozek, c'est M. Schlumberger. Si, il est maintenu, c'est juste. François von Fletteren. Claire Pitette. Ah, M. von Fletteren. Bon, merci. Claire Pitette. Pascal Ditch. Et en même temps, il vote pour Simon Jaraï. Et Antonin Planchette qui est excusé. Non, on a regardé, j'ai compté quelle enveloppe tombait, que c'était la vôtre pour vous dire ce que vous aviez voté. Non, c'est une élection à bulletin, désolé. On va demander à M. Van Fletteren qui vient avec sa main innocente mélanger toutes les enveloppes. Allez-y, M. Van Fletteren. Faites voir vos manches. Mais alors, je suis troisième assesseur. Après, vous pouviez lever la main. En fait, c'est parce que vous me le demandez, ça ne me semble pas de problème. Enfin, si vous m'acceptez, bien sûr. Si c'est pas... Plus on est de vous, mieux c'est. Non. Bah, regardez au moins les bulletins qu'ils ouvrent, hein, qu'on ne sait jamais. Vous n'avez pas compté les enveloppes? Deux enveloppes. C'est bon, le compte est bon. Le compte est bon. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors, il y a 3 blancs. Actuellement, il y a 3 blancs et 3 Laurence Béatrice. Oui, apparemment. 8, 9. Il y en a 10. 12. Vous voudrez annoncer les noms quand même. 13. 13 pour Laurence Béatrix. 14. 15. Laurence Béatrix, 16. Laurence Béatrix, 17. Laurence Béatrix, 18.
Laurence Béatrix 19. Laurence Béatrix 20. Laurence Béatrix 21. Et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blancs. Alors, Madame Béatrix a obtenu 21 voix et 9 abstentions. Je vous remercie. Félicitations. Madame Laurence Béatrix est élue. Je vais profiter pour te remettre de ton écharpe. On est parti imprimer le PV pour que je le signe. J'avais juste un petit mot à dire. Donc après, la nomination de Laurence Béatrix en tant qu'adjointe aux affaires culturelles, que je félicite à nouveau, on peut dire que notre organisation est en place en matière culturelle, tant au niveau de la gouvernance qu'au niveau des services. Nous aurions pu penser que ça aurait calmé les inquiétudes de certains élus ici présents en face de moi, qui, lors du dernier conseil, nous ont reproché de trop en faire, d'être trop long sur le sujet, mais pas assez apparemment, puisque ce même sujet revient sur la table plus d'un mois après dans la presse, et via une question orale de Madame Pittet, à laquelle nous répondrons en fin de conseil. On ne peut pas passer à la prochaine délibération, il faut que je signe le PV aussi. C'est aujourd'hui.
pouvons passer à la délibération numéro 2. Donc, c'est la validation des rapports d'activité de l'IBTN 2021. Donc, le Code général des collectivités territoriales prévoit une présentation des rapports annuels de l'IBTN aux membres du conseil municipal dans les 3 mois suivant leur adoption en conseil communautaire. Donc, ils ont été validés par délibération en date du 28 juin 2022 et en date du 20 septembre 2022. Donc, il vous est proposé de prendre acte des rapports d'activité suivants: le compte administratif 2021 du budget principal et des 9 budgets annexes, le rapport annuel d'activité 2021 de l'Intercom Berne-et-Terre de Normandie, le rapport sur le prix et la qualité du service public, le RPQS d'assainissement collectif 2021, le rapport sur le prix et la qualité du service public RPQS d'assainissement non collectif 2021, le rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, et le rapport annuel 2021 de la régie de transport. Est-ce qu'il y a des questions? On ne va pas poser de questions, ça a été validé en conseil communautaire, il nous appartient à nous aux communes, donc voilà, il n'y a pas de compte. Je vous remercie. Alors, la délibération numéro 3, le rapporteur sera M. Chouin. Ça concerne la modification des délibérations relatives à la cession de terrain zone de l'aérodrome à l'IBTN. Merci Madame le maire. Donc je vous rappelle que le 4 octobre dernier, 2021 pardon, et le 6 décembre 2021, nous avions validé la vente de différentes parcelles à l'intercommunalité, l'intercom l'IBTN, donc, de façon à pouvoir constituer une zone d'activité. Il s'avère que sur les différentes parcelles dont les numéros cadastrés avaient été évoqués à l'époque, il y a un certain nombre de modifications, ainsi que des modifications sur les surfaces considérées. Donc tout cela ne concerne que des différences mineures, mais il convient d'être exact lors de nos délibérations. Et donc, pour une parcelle, il y a 1 mètre carré de moins, pour une autre, 1 mètre carré de plus, et pour la dernière, 364 mètres carrés de moins, étant donné qu'il a fallu constituer une aire de retournement pour les services de sécurité, ainsi que pour le service de déchets ménagers. Voilà, Madame le maire, ce que j'avais à dire. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Alors, je redonne la parole à M. Chouin pour une autorisation budgétaire spéciale pour les dépenses d'investissement engagées avant le vote du budget primitif. Merci Madame le maire. Donc je vous rappelle que, comme chaque année d'ailleurs, dès lors que le budget primitif n'a pas été voté, il convient d'autoriser le fonctionnement de la ville, enfin des services de la ville, et pour cela, il vous est demandé donc de permettre d'engager des dépenses dans la limite du budget inscrit à l'année précédente en matière de fonctionnement. Et pour ce qui concerne les dépenses d'investissement, il vous est demandé l'autorisation de pouvoir engager, avant le vote du budget primitif, des sommes dans la limite de 25% des crédits ouverts l'année précédente. Donc, si vous voulez davantage de chiffres, cela concerne en matière de comment dirais-je, globalement, 1 474 998 € pour le budget principal de la ville, et pour le budget de l'eau, budget annexe de l'eau, 615 470 €. Voilà, Madame le maire.
Merci, M. Chouin. Y a-t-il des questions? C'est une délibération qu'on prend tous les ans, permettant, avant le vote définitif du budget et la validation du code administratif, pour ne pas empêcher la collectivité de fonctionner. Donc, on demande l'autorisation au conseil municipal d'engager les 25%. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Alors, la délibération numéro 5 est le remplacement de Mme Françoise Turmel au CA de la Siloge et aux autres instances. Donc, à la suite de la démission de Mme Turmel, l'Assemblée délibérante est appelée à se prononcer sur la désignation de ce représentant dans les organismes, associations et syndicats suivants. À l'école Paul Bert, au GIP Normandie Impressionniste, au réseau des abbayes de Normandie, à la Commission communale des impôts directs, CCID, à la Siloge. Concernant la Siloge, Mme Turmel était représentante personne physique de la ville de Bernay. Il convient à ce titre de mettre fin au prêt à la consommation qui lui a été octroyé et de signer un nouveau prêt au profit de sa remplaçante. Donc, nous vous proposons de désigner Madame Laurence Béatrice en tant que membre titulaire pour l'école Paul Bert, au GIP Normandie Impressionniste, Madame Laurence Béatrix, au réseau des abbayes de Normandie, Madame Laurence Béatrix, au CCID, Madame Laurence Béatrix, et à la Siloge, Madame Sarah Ferraud. C'est des questions? Non. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Si vous avez des pouvoirs, vous levez les deux mains. Je vous remercie. Délibération numéro 6, je vais donner la parole à M. Pereira pour la fusion des écoles du Bourg-le-Comte. Merci Madame le maire. Effectivement, cette délibération concerne la fusion des écoles du Bourg-le-Comte, puisque par courrier en date du 26 janvier 2022, la ville a été sollicitée par la direction des services départementaux de l'éducation nationale au sujet de la fusion de l'école maternelle et de l'école élémentaire du Bourg-le-Comte. Et donc à la demande et en concertation avec la direction des services de l'éducation nationale de l'Eure, il est proposé de fusionner administrativement à compter du 1er septembre 2023 l'école maternelle et l'école élémentaire du Bourg-le-Comte. Et donc ce projet apporterait une continuité pédagogique depuis la toute petite section jusqu'au CM2, ainsi qu'une simplification administrative avec une seule direction et donc un seul interlocuteur. Y a-t-il des questions? Oui, M. Ditch. Merci, Madame le maire. Donc, avec mes amis Antonin Planchette et Simon Jaraï, nous sommes opposés à la fusion des deux écoles, élémentaires et maternelles. J'entends bien les difficultés que nous traversons par rapport à cette crise des effectifs qui est loin d'être réglée et qui nous oblige à revoir en quelque sorte la carte scolaire en interne sur notre collectivité, sur notre ville. Il n'empêche que c'est un mauvais signal qui sera envoyé parce que l'école maternelle a une spécificité. Beaucoup de communautés éducatives, donc composées d'enseignants, d'élus, de parents d'élèves, se sont battus pour que les écoles maternelles puissent exister. Dans le temps, nous avions des écoles élémentaires, des écoles primaires, où il y avait une classe enfantine, et puis il y a eu cette spécificité, parce que c'est une école à part entière, qui est l'école maternelle. Alors bien sûr, c'est une forme de chantage qui est fait à notre collectivité, c'est dire, voilà, on ne ferme pas la classe, mais en échange, on supprime une direction, parce que c'est de cela dont il s'agit. On supprime une direction. On va avoir aujourd'hui, avec déjà une direction pour les deux écoles, école maternelle et élémentaire, 2 projets d'école, 2 conseils d'école, etc. Pour la directrice, c'est un travail qui est énorme. Mais la fusion ne serait pas une bonne nouvelle, parce que
j'entends dire que ça va permettre d'avoir plus de fusion entre école maternelle et école élémentaire. Il y a des règles qui existent ailleurs et qui existent déjà et qui existaient dans notre ville. C'est qu'entre l'école maternelle et l'école élémentaire, il y a ce qu'on appelle les cycles. Et comme vous le savez, le cycle 2, section des grands, CP, CE1, ça fait le lien. De la même manière que en direction des collèges, on a CM2, 6e, etc., etc. Là, on va avoir quand même une direction. Vous connaissez les difficultés qui sont celles d'un quartier prioritaire, qui va avoir à gérer finalement, si on regarde bien d'un point de vue géographique, ou même juste en regardant un peu les lieux, on va avoir finalement 2 écoles. C'est-à-dire qu'on va avoir à traverser sans arrêt une école à l'autre lorsqu'il y aura un incident, lorsqu'il y aura un problème, lorsqu'il y aura des difficultés d'accueil, etc., etc. Comment va faire la directrice ou le directeur pour avoir à gérer 2 blocs scolaires d'une manière efficace? Ça, c'est pas la première bonne nouvelle. La deuxième mauvaise nouvelle aussi, c'est que la direction, en fait, ça sera pas une décharge complète. Décharge, c'est-à-dire du temps consacré à la direction, qui devrait être celle d'une grosse école, qui est celle de 8 classes, voire davantage. On a ce qu'on appelle 50% de décharge. Alors c'est mieux que 30%. Hein, vous l'aviez très bien expliqué, Monsieur Pereira, et mon collègue et ami Simon m'a bien fait le rapport de la commission scolaire à laquelle il a assisté. On est passé de 30 à 50%. Mais il n'empêche que c'est un établissement, Monsieur Pereira, vous connaissez les chiffres de ce regroupement d'écoles qui serait autour de 170, 180, c'est l'équivalent à quelques unités près du collège de Broglie, qui dispose en termes de direction de davantage de moyens, avec une direction, un CPE, etc. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, même si ce n'est pas forcément très comparable, mais on va avoir de grosses difficultés. Et puis, comment dirais-je, en termes de personnel, et la question centrale, c'est celle de la carte scolaire et de l'attractivité de notre territoire pour que les gens s'installent à Bourg-le-Comte, sur notre quartier, et que les écoles soient renforcées. Donc accepter la fusion, c'est pas un bon signe, ça va pas renforcer l'attractivité. Vous savez, lorsqu'on est un jeune parent d'élève qui doit mettre ses enfants à l'école, on fait attention à toutes ces choses-là. On voit bien la différence entre une école maternelle, une école élémentaire, une école unique. Donc avec mes amis, nous sommes profondément, comment dirais-je, attristés par cette fusion, d'autant plus que, bon, comment dirais-je, je connais bien ces établissements scolaires depuis 1980, et à cet égard, alors qu'il y a des efforts de la part de la collectivité pour accueillir, et on le verra aussi dans la délibération suivante, l'accueil d'une structure pour enfants avec handicap, que cela ne soit pas retenu suffisamment par l'éducation nationale qui finalement, derrière cette direction unique qui va être créée, finalement a une vision ni éducative ni comptable, mais plutôt, pas éducative ni pédagogique, mais plutôt comptable des choses, c'est-à-dire en faire des économies en supprimant une direction. Oui, Monsieur Ditch, j'entends totalement vos arguments. Maintenant, il faut quand même savoir que cette décision, elle a été mûrement réfléchie. C'est pas nous qui l'avons pris par la force des choses. C'est-à-dire que l'année dernière, il y a eu un conseil participatif avec l'ensemble des directeurs des 8 groupes scolaires bernéens. J'ai interrogé Madame Sandra Mathieu, donc directrice actuelle de l'école Bourg-le-Comte, et qui était effectivement favorable et qui sentait les épaules pour prendre cette double direction, cette direction à terme unique. Donc voilà, c'est quelque chose qui a été quand même co-construit avec la direction, on ne l'impose pas non plus. Donc moi je m'en remets aussi aux techniciens. Je n'ai pas ce recul nécessaire pour pouvoir, moi, prendre les décisions en connaissance de cause. Donc si on ne peut pas s'appuyer sur les techniciens, concrètement, je pense que les décisions seraient mauvaises. Là, en l'occurrence, c'est ce qu'on a fait, on s'est appuyé sur les techniciens, donc les gens de terrain. Il y a d'autres questions? Pierre? Je suis tout à fait sensible à l'argumentation développée par Pascal, mais je voudrais savoir, quant à moi,
de combien de classes cette école fusionnée se constituerait-elle? Combien de classes en maternelle? Combien de classes en élémentaire? Et puis mon deuxième propos, savoir comment cette fusion s'organise-t-elle. Je veux dire, si fusion il y a d'abord un avis gouvernemental. Ça échappe, la compétence échappe évidemment en grande partie à la ville de Bernay qui n'a pas la maîtrise du projet. En quoi la ville est-elle concernée par cette fusion? Il y aura toujours, c'est pas une question qu'on va supprimer des classes, il y aura 3 maternelles et 6 élémentaires. C'est juste que la direction, il n'y aura plus 2 directrices, il n'y aura qu'une directrice. On était contre l'année dernière, puisque en plus, ils voulaient nous enlever Madame Mathieu, qui connaît bien le secteur, qui œuvre depuis longtemps et qui œuvre aussi dans l'association du rugby, et vraiment qui connaît les enfants, qui connaît tous les enfants. Et donc, comme M. Pereira le dit, en échangeant avec elle, elle était pour cette fusion et elle se sentait capable d'assumer. D'ailleurs, elle a été nommée directrice. Si je comprends bien, la ville émet un avis qui est le nôtre, mais cet avis n'est que consultatif. Non, il est décisionnel. C'est une délibération qu'on prend en conseil municipal. Voilà. En quoi cela change-t-il C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait 2 directrices, la directrice de la maternelle, la directrice de l'élémentaire, il n'y aura qu'une directrice de l'élémentaire et de la maternelle où elle a 50% de décharge. On a bien insisté sur ce point-là pour voir, parce que est-ce que 50% de décharge, c'était suffisant? Au départ, c'était, je sais pas, j'avais entendu 30, mais il n'avait jamais été question de 30, ça a toujours été question de 50%. Donc voilà, elle m'a dit que oui, et voilà, donc on n'a pas fait... voilà. Et en plus, nous, on voulait à tout prix qu'elle reste, Madame Mathieu, sur cette école et qu'elle en prenne la direction. Autrement dit, si nous ne votons pas la fusion, elle ne se fait pas. C'est ça. D'accord. Oui, Pascal. Oui, donc j'entends les arguments. Faut trouver une solution négociée. La solution négociée, moi je pense qu'on peut la tenir. C'est ce qui s'est passé à Broglie. À Broglie, il y a 2 ans, l'administration, l'inspection a proposé à ce qu'il y ait une fusion entre la maternelle de Broglie et l'élémentaire. La communauté éducative n'y était pas favorable. Mais ça tanguait en mairie, c'est vrai. Hein, d'accord. Mais avec... du recul, avec des explications, avec du travail, eh bien, le conseil municipal de Broglie a refusé la fusion. La fusion n'a pas eu lieu. Et en parallèle de cela, la collectivité a mis en place avec la communauté éducative, c'est-à-dire les parents, les enseignants, et au-delà, toutes celles et ceux qui comment dirais-je, accordent de l'importance à l'éducation, ont bataillé pour faire remonter les effectifs. Donc, la collectivité à Broglie a refusé la fusion et la fusion n'a pas eu lieu. Il y avait une menace de fermeture. La fermeture n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu un gros travail qui a été fait. Moi, ce que je proposerais avec mes amis, et ce n'est pas par démagogie, loin de là, parce que c'est un sujet complexe, mais nous refusons la fusion et nous nous mettons autour d'une table, on travaille ensemble, comment dirais-je, pour augmenter ces effectifs. Il y a des pistes, il y a des solutions. Vous ménagez pas, vous non plus, vos efforts, majorité, pour dynamiser de nouveau le quartier avec tous les équipements que vous avez fait cette année, qui sont des éléments d'attractivité aussi. Moi, je suis convaincu et je garde espoir à une remontée des effectifs à terme. Et ça doit nous permettre de refuser cette fusion. Parce que vous ne me ferez pas, et en tant que professionnel de la petite enfance, même si maintenant je suis, comment dirais-je, retraité de l'éducation, 2 directions, c'est pas pareil qu'une direction. Les temps ont changé, c'est devenu très difficile. Il y a beaucoup de médiation à mener, comment dirais-je, dans une école. Et cette difficulté, alors qu'à Broglie, elle était moindre,
Parce qu'à Broglie, l'école élémentaire était au rez-de-chaussée et l'école élémentaire était à l'étage. Donc, si vous voulez, c'était dans un même bâtiment. Donc, c'était... Voilà ce qui pouvait expliquer, comment dire, une facilité. Là, on a deux établissements dans deux bâtiments différents, avec deux rentrées scolaires, deux rentrées des parents d'élèves et des enfants différents. Je ne vois pas comment une directrice peut être à deux endroits en même temps. À Broglie, Pascal, je te rappelle qu'on rentrait d'un autre côté, à la maternelle de l'autre côté, oui, on montait par l'arrière. Non, mais l'argument était de l'inspection de dire bah, c'est tout ça dans le même bâtiment, une direction, ça suffit. Les enseignants, je leur dis, la communauté éducative a mené la bataille, a convaincu le maire qui n'était pas convaincu au départ, hein, c'est vrai, comment dire, de pas céder à ces injonctions et d'offrir aussi cette perspective de, comment dirais-je, d'aller vers des effectifs qui pourraient, comment dirais-je, justifier la pérennité de ces directions. Parce que là, on va aller vers un projet pédagogique qui va aller de la maternelle au CM2. Enfin, voyez-vous, la complexité des choses. On a des projets pédagogiques pour les maternelles, on a des projets pédagogiques pour l'élémentaire. C'est pas les mêmes cases d'âge, c'est pas les mêmes constructions éducatives, pédagogiques, etc. Je pense que... Et puis, on va avoir une école, comment dirais-je, beaucoup plus grosse, avec beaucoup plus de lenteur, de lourdeur administrative et de difficultés. Enfin, vous voyez, c'est l'équivalent d'un petit collège qu'on est en train de nous mettre en place, qui est celui dont je vous donnais les effectifs à quelques unités près, et qui dispose d'autres moyens. Là, on a une décision importante à prendre et on peut retarder cette échéance. D'autant plus que vous avez fait un travail formidable, moi je le dis autour de moi et je le dis ici publiquement, pour empêcher cette fermeture de classe à Bourg-le-Comte. Bon, la première bataille était gagnée, il faut gagner la deuxième. La deuxième, c'est de maintenir la deuxième direction. C'est le poids de l'histoire de notre ville aussi, c'est sur ce quartier-là, qui est un quartier prioritaire. Je comprends, Pascal, mais pour ce qui est d'avoir des enfants qui viennent à Bourg-le-Comte, il faudrait peut-être aussi que certains Bernéens, au lieu de mettre dans nos écoles privées, puisque la collectivité paye au moins aussi pour les écoles privées, alimentent nos classes, nos groupes scolaires à nous, du public. Bah, voyez-vous, Madame le maire, vous apportez déjà un premier élément de solution. Moi, je pourrais vous en apporter d'autres. Ici, tout autour de cette table-ci, il y a d'autres possibilités qui sont, comment dirais-je, à étudier. Et cette perspective de suppression d'une deuxième direction pourrait être posée, quoi. Alors, en tout cas, c'est nous qui avons la décision ce soir, c'est pas l'administration. C'est vraiment un choix politique. Ah, autrement dit, si je comprends bien les développement de Pascal, ce projet de fusion auquel il nous est demandé de nous associer, ce serait plutôt le signe d'une baisse des effectifs, une sorte de simplification ou un corollaire d'une baisse des effectifs. La baisse des effectifs, elle est, puisque nous n'avons pas de naissance aujourd'hui. Quand on sait qu'en 2023, on va perdre 3000 collégiens dans le département de l'Eure et qu'en 2024, on en repère encore 3000, ça veut bien dire que nous n'avons pas de naissance. Bon, là, je parle pour l'ensemble du territoire, pour les collèges, mais moi, je suis inquiète pour la rentrée 2023. Je suis vraiment inquiète. Oui, c'est bien ce que je dis. Oui, mais c'est pas parce qu'il n'y aura qu'une direction, c'est pas ça, c'est pas la fête de baisse des effectifs, ça n'a rien à voir. Ça veut dire juste que la directrice qui s'occupait de l'élémentaire va s'occuper également de la maternelle. Oui. Elle aura plus de temps dégagé, 50%, mais c'est certain que c'est un travail beaucoup plus lourd. Et pour monter un projet pédagogique, il faudra quand même arriver à dissocier le projet pédagogique pour la maternelle et pour l'élémentaire. Bon, je redonne la parole à M. Pereira. Donc, juste pour conclure, ce n'est pas qu'une question d'effectifs. Il y a en fait aussi une vraie volonté, une vraie question organisationnelle de l'éducation nationale, qui est que lorsque un directeur part, et ça a été le cas de Madame Lormier, il n'est pas nécessairement remplacé d'un certain groupe scolaire. Et de fait, aujourd'hui, les deux écoles, enfin Madame Sandra Mathieu est directrice des deux écoles, de fait. Donc, en fait, le choix, il est simple. C'est soit on accepte on ne prend pas la délibération de fusionner les écoles, et l'année prochaine, donc au 1er septembre 2023, Madame Mathieu va se retrouver avec 30% des charges sur une école,
et l'autre va vivoter. Soit effectivement on prend cette décision-là de fusion, et effectivement on aura 50% de décharge, ce qu'on a réussi en fait à obtenir cette année pour Madame Mathieu, alors que ce n'était pas le cas. Normalement elle était partie pour avoir 30% de décharge. Alors, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? 2, 3, 4, 5. Hein. Madame Pittet, vous n'avez pas de... Non, 5. Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, la délibération numéro 7, je redonne la parole à M. Pereira concernant la convention de mise à disposition d'une salle pour l'association ADAPI 27. Merci Madame le maire. Effectivement, cette délibération a trait à l'ADAPI, donc l'association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales, qui est une association à but non lucratif organisée en délégation départementale, avec une affiliation à l'UNAPI, qui œuvre en faveur des droits des personnes souffrant de handicap mental et de leurs familles. Et donc, cette association est venue nous voir pour demander un local, et nous lui avons proposé... Oui. Et nous lui avons proposé en fait la salle numéro 1 dans l'enceinte de l'école maternelle de Bourg-le-Comte. Et donc ce qui vous est demandé, c'est de pouvoir délibérer pour qu'on puisse prendre une convention tripartite, donc entre l'éducation nationale qui a accepté le projet de convention, la municipalité et l'association, qui va fixer les modalités d'accueil ainsi que le bon fonctionnement afin de respecter l'organisation de l'école et celle de l'association. Oui, effectivement, j'avais à ma demande rencontré l'ADAPI parce qu'on avait quand même un problème d'évaluation des enfants. Et donc l'ADAPI, dans ses fonctions, vont permettre l'évaluation d'enfants atteints du syndrome de l'autisme, et donc qui viennent s'installer à Bernay puisqu'ils vont être à temps complet la semaine. Ça va permettre donc d'évaluer ces enfants et après d'autres handicaps en attendant d'avoir la visite chez un médecin. Mais d'ores et déjà, quand l'ADAPI aura fait ses évaluations, on pourra saisir aussitôt la MDPH. On va gagner du temps et trouver des solutions. Et l'ADAPI s'engage à prendre les rendez-vous chez les spécialistes des handicaps qu'ils auront découverts. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc je vous propose au vote. Qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Alors, je vais redonner la parole à M. Pereira concernant l'autorisation de signature de l'avenant TFPB. Merci Madame le maire. Effectivement, cette délibération, on l'a passée déjà lors du dernier conseil pour 2022. Là, c'est juste l'avenant pour 2023. Donc, je ne vais pas être très long. Donc, on prolonge en fait la convention pour 2023. Le périmètre reste inchangé. Juste une petite précision quand même. Bien que la compétence de la politique de la ville ait été transférée à l'Intercom Bernay Terre de Normandie, il appartient à la ville de Bernay de signer l'avenant pour l'année 2023. Et l'IBTN délibérera également lors de son prochain conseil communautaire, donc le 22. Y a-t-il des questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Alors, je vais donner la parole à Monsieur Lemercier concernant l'attribution de subventions exceptionnelles pour 2 associations. Merci Madame le maire. On revient un petit peu en arrière sur ce qui a été dit l'autre fois. Donc, lors de la dernière séance du conseil municipal, il a été décidé de demander à 2 associations de fournir des compléments d'information afin que la commission d'attribution des subventions puisse étudier leurs demandes de subventions exceptionnelles. On n'a pas pu imprimer les choses puisque cette commission a eu lieu il y a 2 jours, mardi soir. Et en fait, l'attribution, une attribution était accordée à Confluent d'Art. Le montant demandé était de 1 500, on a accordé 1 100 € en Confluent d'Art de subvention.
La deuxième était une subvention qui avait été demandée par Vertical Cité de 6 000 €, qui avait pour but d'acheter des accessoires pour leur futur mur qu'ils veulent installer. Et on était en AG hier soir, Pascal, ensemble. Et avant de faire ça, il faut d'abord faire une étude de faisabilité sur le projet. Donc c'est nous, ville, qui... On ne va pas leur donner de subvention puisqu'on ne sait pas si le projet va pouvoir avoir lieu, mais on a décidé de prendre en charge l'étude de faisabilité d'implantation de ce mur dans la salle actuelle du Vertical Cité. Et il n'y a pas de chiffre de marqué, mais je peux vous les dire. L'étude représente environ 3 200 €. Donc on va le faire maintenant, ça passera sur le budget de 2023, pour aller au plus vite. Voilà. C'est-à-dire, comme le bâtiment il appartient à la mairie, l'étude de faisabilité revient donc à la mairie. Donc on ne leur attribue pas cette année leur subvention, ils redéposeront un dossier pour 2023. Et d'ici là, on aura fait l'étude de faisabilité qui devrait être lancée pour le mois de janvier. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, la délibération numéro 10, c'est la mise en œuvre du recensement de la population pour le dispositif 2023. Donc, comme chaque année, vous savez, en application de la loi du 27 février 2002 et de ses décrets d'application, la mise en œuvre du recensement de la population se déroulera du 19 janvier 2023 au 19 février 2023. La réalisation du recensement sous la responsabilité de l'État repose sur un partenariat étroit entre l'INSEE et la commune qui prépare et réalise l'enquête de recensement. À ce titre, le conseil municipal doit me charger de la préparation et de la mise en œuvre de la réalisation de l'enquête de recensement, laquelle devra, pour mener cette opération, recruter 3 agents recenseurs. Donc, on vous demande de vous prononcer sur les modalités de rémunération de ces agents recenseurs. Donc, et de la création de ces 3 postes. Donc, pour les catégories, le bulletin individuel, la rémunération c'est 1 €, la feuille de logement 1,65 €, le dossier d'adresse collective 0,50 €, la feuille d'adresse non enquêtée 0,50 €, fiche de logement non enquêtée 0,50 € et le carnet de tournée c'est un forfait, c'est 60 € et la formation x2 forfait 50 €. Donc on prendra aussi également en charge les frais réels, les frais de déplacement des agents recenseurs effectués dans le cadre du recensement 2022 et d'appliquer ce décret comme le veut le décret du 19 juillet 2001. Y a-t-il des questions? Tous les ans, on reprend les mêmes délibérations. Pas de questions, donc je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Alors, la délibération numéro 11 donc, concerne la délégation, me donner une délégation pour la signature du marché de prestations de nettoyage. Au terme de l'article L2122 alinéa 22 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut déléguer au maire, dans un souci d'efficacité de la gestion communale et de l'action administrative, tout ou partie d'un certain nombre d'attributions pour la durée du mandat. L'article vise une liste de manière limitative et exhaustive des attributions pouvant faire l'objet d'une délégation. Concernant les marchés publics, il dispose que peut être déléguée toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant le avenant lorsque les crédits sont inscrits au budget, sans limitation de montant ou de procédure juridique. Il appartient ensuite aux élus de fixer les éventuelles limites de cette délégation. En juillet 2020 a été déléguée la possibilité, notamment la passation des marchés à accord cadre dans la limite de 500 000 € hors taxes pour les fournitures et services. La ville a lancé une mise en concurrence pour la réalisation de prestations de nettoyage des locaux et des vitres des bâtiments municipaux et intercommunaux. Le marché passé en procédure formalisée sera attribué par la commission d'appel d'offres conformément aux dispositions de l'article L1414 alinéa 2 du Code général des collectivités. Par la suite, afin de signer le marché, Madame le maire doit obtenir la délégation ou l'autorisation par le conseil municipal. La commission d'appel d'offres qui attribuera le marché sera organisée durant la seconde quinzaine de novembre
Afin de permettre la signature du marché, la procédure d'accompagnement et la mise en place du marché, il convient au conseil municipal de déléguer à Madame le maire la faculté de signer le marché des prestations de nettoyage des locaux et des vitres et des bâtiments municipaux et intercommunaux. Y a-t-il des questions? Pascal. Madame le maire, de nouveau, avec mes collègues et amis Simon Jairaï et Antonin Planchette, nous nous opposons à cette décision de délibération et de délégation à Madame le maire, pour plusieurs raisons. La première, en fait, ce qui est dit derrière cette délib, c'est qu'on va assister à une privatisation des services entretien, nettoyage, bâtiment de la collectivité. Même si vous appelez ça une délégation, c'est-à-dire une mise à disposition, je pense que c'est un mauvais signal que vous envoyez aussi sous cette forme de privatisation. Néanmoins, je comprends que vous soyez un peu obligé de trouver des solutions pour vos équilibres budgétaires, parce que c'est une situation dont vous héritez aussi de vos collègues précédents, qui ont décidé, mais pour lesquels là-dessus vous n'avez pas forcément, comment dirais-je, décidé autrement. C'est tout d'abord les départs à la retraite qui ne sont pas, comment dirais-je, renouvelés. C'est-à-dire que, en fait, lorsqu'il y a un départ à la retraite, eh bien, le poste disparaît. Je vais vous donner des exemples pour cela. Et souvent, remplacés par des contrats précaires, sans plan de carrière, qui font que pour assurer la stabilité de certains postes, qui sont des postes difficiles, les postes d'entretien, c'est pas facile et les gens ne restent pas. Alors je vais vous donner un exemple, parce que moi j'ai cette chance-là aussi comme vous d'être élu depuis de nombreuses années. Souvenez-vous, à la salle des fêtes, et nombreux ici le savent, nous avions un régisseur. Il a été même conseiller municipal aussi quelques mois. Souvenez-vous, c'était Jean-Claude. Il était assisté de 2 agents d'entretien, 2 personnes. Moi, je me souviens, quand j'allais dans la salle des fêtes, j'avais intérêt à faire attention, et vous aussi, que de ne pas salir, et que il fallait presque mettre les patins, tellement c'était propre. Il était quelquefois, lorsqu'on nous avions des manifestations exceptionnelles, du style de grandes soirées organisées, eh bien, on avait même des agents d'entretien, des agents supplémentaires qui venaient s'ajouter sur des événements qui demandaient plus d'attention sur comment dirais-je, la propreté de nos bâtiments et de leur entretien. Alors oui, on a une dégradation. On a une dégradation, c'est-à-dire que nos salles ne sont pas très très propres, nos bâtiments et leurs abords sont dégradés, mais comme aussi l'entretien de nos voiries, de nos trottoirs, pas de nos voiries, pardon, puisqu'il y a eu un gros effort qui a été fait à ce niveau-là. On parlera un petit peu de la... Les trottoirs aussi, on en parlera en tout cas de la propreté, c'est quelque chose qui revient suffisamment souvent puisqu'on a l'occasion d'échanger avec Gérard et Louis sur le sujet et avec vous-même encore récemment. On a des problèmes de propreté de la ville de Bernay que je pensais voir résolus puisque les premiers mois de vos élections, il y a eu vraiment un grand coup de balai qui a été fait, et puis là on est retourné un petit peu dans le système que nous avions tous dénoncé ici dans les des mandats précédents. Voilà. Cette privatisation, c'est pas un bon signal que vous envoyez, parce que on sait aujourd'hui ce que ça annonce. Ce que ça annonce, c'est parce qu'il s'est passé récemment. Je vous donne un exemple tout simple. Lorsqu'il y a eu délégation des piscines, lorsque ça a pu être, comment dirais-je, géré en régie, qu'est-ce qui s'est passé? Les collectivités apprenaient que du jour au lendemain, les piscines fermaient sans même être averties. Vous voyez, on va avoir des salariés qui vont être aux ordres, le petit doigt sur la couture du pantalon, ce qui n'est pas le cas dans notre collectivité, parce qu'il y a, et on l'a encore vu récemment lors d'une commission d'action sociale cette semaine, comment dirais-je, sur la défense de nos agents face à des maltraitances dans la rue, etc., etc. On a quelque chose, on est très vigilant sur cela, et en plus on a un comité technique qui permet aussi comment dirais-je, de trouver des solutions négociées pour que chacun s'y retrouve, à la fois l'employeur, la collectivité, mais aussi les salariés, les agents qui sont souvent bernéens. Donc moi je suis vraiment avec mes amis opposé à cela, et j'y suis d'autant plus opposé que finalement sur une feuille comme celle-ci, on nous propose de vous accorder cette délégation. Moi j'aurais bien aimé avoir un rapport, un inventaire
à venir peut-être sur un état des lieux de qu'est-ce qui fonctionne pas, et pourquoi qu'on va privatiser. Donc moi ça me va pas, et je terminerai par cette phrase qui n'est pas de moi bien sûr, mais qu'on entend souvent, c'est que quand tout sera privé, on sera privé de tout. Alors je vais répondre Pascal. À la salle des fêtes, quand il y avait Jean-Claude Lebellois et 2 agents, c'est vrai, un agent qui est décédé, qui s'appelait Françoise, un agent qui est parti à la retraite, c'est vrai. Aujourd'hui, les agents de la collectivité ne veulent plus nettoyer la salle des fêtes parce que ceux qui l'utilisent ne respectent rien, ne respectent pas les sanitaires, parce que je ne vous fais pas de dessin de ce qui se passe. Dans la salle des fêtes, n'en parlons pas non plus. Quand on demande de dire qu'on n'est pas d'accord parce que le nettoyage est mal fait, 150 € qui demandent de la collectivité pour le nettoyage, ça hurle. Enfin voilà, les gens sont toujours en train de dire, bah oui, mais quand on l'a pris, c'était sale. Enfin, voilà. Concernant la propreté de la ville, on en a parlé mardi, je suis intervenu, c'est plus, mais aujourd'hui, les gens, il y a de plus en plus d'incivilité, parce que plus personne ne respecte rien. Donc c'est vrai, donc ce que je dis, il va plutôt falloir que je renforce encore la police municipale pour mettre un policier à chaque coin de rue pour verbaliser toutes les incivilités. Quand on nettoie rue Gabriel Vallée, après tu retournes près de Carrefour Market, en parlons pas, on peut aller dans la rue Alexandre, les gens, ça ne les gêne plus, il n'y a plus rien qui les arrête, ils ne respectent plus rien. Quand on parle d'incivilité ou d'agression près des agents de la ville, c'est tous les jours. Aujourd'hui, et là, aujourd'hui, cet après-midi, à 13h30, un Bernéen avait rendez-vous avec son épouse pour faire un passeport. Donc, quand on prend rendez-vous sur le site de la ville, il y a tout ce qui est marqué qu'il faut, l'acte de naissance, la carte d'identité ou un ancien passeport, enfin toute la liste. Et il est marqué que les photos doivent être de moins de 6 mois. C'est marqué en gros, en gras, c'est marqué sur le site de la ville quand ils remplissent pour prendre... La personne est venue, le dossier de monsieur est passé, le dossier de madame n'est pas passé parce que les photos dataient de 2019. C'est quand même pas nous qui refusons, c'est que quand on les passe pour les envoyer à la préfecture, ça ne passe pas. Eh bien, ce monsieur a tapé sur le bureau les agents en disant « Moi, je suis bernéen, je suis de notoriété, je paye des impôts, vous devez me faire me prendre. Est-ce que vous trouvez que ma femme, elle a changé depuis 2 ans ?» Mais qu'est-ce que les agents, ils peuvent? Les agents, ils n'y peuvent rien. Ils se font agresser et c'est tous les jours. Donc, le respect, il n'y en a plus. Il n'y en a plus du tout, donc que ce soit de la propreté, du respect de l'entretien, il n'y en a plus, et des incivilités, encore moins. Concernant la privatisation, ce n'est pas une privatisation. Je vais expliquer, je l'ai déjà dit pourquoi, et je m'en suis largement expliqué pourquoi on le met. Aujourd'hui, quand j'ai un agent qui est malade, qui à 7h du matin appelle pour dire « je ne peux pas venir parce que je suis malade », je n'ai personne pour remplacer à pied levé. Moi, je veux bien embaucher, je veux bien. Aujourd'hui, quand même, le budget de la masse salariale de la collectivité remplace 68... pas remplace... représente, c'est ça, je ferme mes mots, représente 68 à 70% du budget. Comme dirait Madame Pitette et Monsieur Schumberger au moment du robe, il va falloir faire des économies pour diminuer la masse salariale. Donc, moi, je ne vois pas comment je peux faire. Je ne sais pas faire. Donc, je ne peux pas remplacer parce que je n'ai pas les personnes disponibles. En tous les cas, quand le marché sera attribué, je ne sais pas ce que va donner l'appel d'offres, s'il sera retenu, pas retenu, enfin je ne sais pas. En tous les cas, ils ne sont pas privatisés parce qu'ils gardent leur qualité de fonctionnaires. Ils sont toujours, c'est sûr qu'ils vont être, parce que le marché va durer 2 ans, 2 ans dans une entreprise, mais les travaux qu'ils vont faire, c'est dans notre collectivité. Ça veut dire qu'ils vont faire le même travail qu'ils faisaient avant dans notre collectivité. Par contre, quand il y a quelqu'un d'absent ou de malade, moi, je n'aurais pas à chercher, à demander dans tel service, vous ne voulez pas aller leur donner un coup de main ou autre. C'est l'entreprise qui se... Ils ne peuvent pas être embauchés moins cher que ce qu'ils gagnent dans la collectivité. En plus, ils auront une mutuelle bien meilleure que ce que la ville de Bernay propose. Enfin, la ville de Bernay ne se propose pas. Elle donne un montant simplement pour une mutuelle. Et quand on regarde la mutuelle des fonctionnaires, elle est quand même pas... On ne peut pas se permettre d'aller bien se faire soigner. Faut pas, il reste quand même un certain reste à charge à la collectivité. Donc, soit
vous me donnez l'autorisation, mais enfin voilà, je suis obligé de passer par le conseil. Moi, je connais même pas, c'est Jérémy qui a proposé, je sais même pas ce que va donner l'appel d'offres, puisque c'est dans la deuxième quinzaine de novembre, donc ça va être sûrement à la vingtaine et quelques, puisqu'on est déjà le 17. Donc voilà, c'est tout. Mais en tous les cas, les agents, je suis pas là pour privatiser. Si j'avais une autre solution, si j'avais que 40%, comme bien d'autres dans des collectivités, ou 45%, de représentation de la masse salariale, ben oui, j'aurais pris ailleurs. Mais aujourd'hui, je suis contrainte. Je ne vais pas augmenter tous les ans les impôts quand même. Je ne vais quand même pas demander encore aux Bernéens de payer les erreurs du passé. Donc voilà, c'est la solution que j'ai trouvée. Je sais que je n'externaliserai pas d'autres services, que ce soit espace vert, voirie ou autre, je ne le ferai pas. Mais là, il faut trouver des solutions parce que je n'ai pas de bras. Et en plus, on a une difficulté pour embaucher, même pour trouver en remplacement, on n'a personne. Parce qu'il faut quand même savoir que quand un agent est malade ou il est indisponible, la collectivité continue à le payer et continue à payer l'agent qui le remplace. Donc ça fait le coût de la masse salariale augmente encore 2 fois plus pour le salarié. Moi, je ne sais pas faire. Je n'ai pas de solution, je n'ai pas de baguette magique, j'ai rien. Si j'étais comme Mimi Mati, j'ouvrirais mon sac et puis à coup de baguette, le ménage, il serait fait partout. Je ne sais pas faire. Je suis désolée, je ne sais pas faire. Les contraintes budgétaires ne nous permettent pas d'avoir X employés dans la collectivité pour y arriver. La preuve, quand on s'est installé, tous les jours, il venait faire le bureau du maire. Pour gagner, non, pour que ça puisse se déployer avec les personnes qu'on avait, que ce soit dans nos autres bâtiments, je me suis dit, mais quand même, je n'ai pas la peine de venir faire mon bureau tous les jours. Je ne salis pas. Je suis capable de vider ma poubelle. Enfin, je suis capable. Donc, que vous venez une fois par semaine passer un coup d'aspirateur, c'est bien, ça suffit. Donc, on a essayé de dégager, parce qu'il y a la seule chose qui est faite dans les bâtiments de la mairie, c'est tous les jours les sanitaires, et même les agents doivent vider leurs poubelles et autres, pour qu'on puisse dégager du temps. Moi, j'ai plus de solution. Quand j'ai épuisé tout ça, s'il y a 1 ou 2 agents qui manquent, j'ai plus de solution. Donc, on a épuisé le personnel avec le Covid. Vous savez bien, avec toutes les contraintes qu'il y a eu dans les écoles quand il y a été le niveau 3. Moi, je sais pas, voilà, je sais pas faire. Voilà. Donc, y a-t-il d'autres trucs? Ah, super Héra. Si je peux juste rajouter quelque chose, Madame le maire, c'est que il faut savoir quand même qu'il y a de, comment dire, un vrai engagement politique dans le sens où les agents vont être partie prenante dans le choix de l'entreprise. Ce qui n'est pas rien, c'est même innovant en fait dans les collectivités territoriales. Y a-t-il Monsieur Van Fletteren? Merci. J'ai été choqué par les propos que vous avez eus, enfin, sur ce que vous nous avez expliqué, ce qui s'est passé concernant la demande de passeport. Alors, j'aurais une remarque sur la façon dont vous nous l'avez dit. Tous les Bernéens et toutes les personnes ne sont pas irrespectueuses. Mais par contre, je pense qu'il y a effectivement de plus en plus de personnes qui peuvent avoir ce comportement irrespectueux. J'avais une question par rapport à ça. Est-ce qu'il y a eu des mesures de prise vis-à-vis de cette personne avec ce comportement-là? Parce que, et aussi d'une façon plus générale, ou pour rebondir sur un autre fait, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de faits de délinquance ces derniers temps dans le centre-ville, au moment d'Halloween et puis dans la semaine qui a suivi. Est-ce que vos caméras ont pu aider? Et est-ce que des sanctions ont pu être remises sur les personnes qui ont commis ces délits? Parce que j'ai aussi été choqué de voir la vitrine de la boulangerie Les Petites Douceurs avec la vitre et puis les portes endommagées, et de voir qu'elle a été à nouveau cambriolée à peine une semaine plus tard. Il y a vraiment des faits de délinquance supplémentaires à Bernay, et moi ça me choque aussi. Alors, je vais vous répondre pour ce qui s'est passé ce midi. C'est un retour des services. Il ne faut rien vous cacher, c'est quand je suis descendu fumer ma cigarette dans le jardin public, ils m'ont interpellé, puisque ces 2 personnes ont été vraiment trop loin. C'est ce que je leur dis, quand ça arrive, vous m'appelez aussitôt. Et finalement, l'employé lui a dit, mais écoutez, allez refaire juste des photos, moi je ne peux rien faire. Finalement, ils sont partis, on l'a repris.
Et ça s'est bien passé. Mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, en termes d'agression, les gens, ils sont... Déjà, il faut tout de suite, je peux vous en donner un autre, un monsieur. Je donne priorité aux Bernéens pour ce qui est passeport, carte nationale d'identité. On garde des créneaux, on appelle ça des créneaux d'urgence, d'accord? Qu'on dit si il y a un Bernéen qui appelle pour avoir un rendez-vous, voilà, oui, j'ai pris sur le site, j'aurai pas avant le mois de février, c'est inadmissible, il commence à insulter, donc l'employé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe à son responsable, et la responsable dit, écoutez, monsieur, c'est pas un souci, vous n'allez pas attendre X mois. Pour les Bernéens, effectivement, il y a des créneaux d'urgence, donc monsieur, je vous attends, venez à la mairie tout de suite, je vous attends, je vous fais votre passeport. Il dit, ah ben non, tout de suite, je ne peux pas. Ben, monsieur, venez demain à 13h30, on vous prend aussitôt. Ah non, je ne peux pas. Ben, monsieur, venez après, lundi ou mardi de la semaine prochaine, en tous les cas, vous pouvez venir. Monsieur, il a dit, ah non, je ne peux pas, il faut que je vois ça avec ma femme, ben, je n'ai pas préparé mon dossier. Donc, monsieur, on vous dit qu'on peut vous prendre tout de suite, vous avez des demandes de dossier, on vous prend tout de suite, donc c'est quand même pas la peine d'insulter les gens, parce que dès lors qu'ils se pensent bernéens et qu'ils payent des impôts, et je peux dire que c'est pas, comment je vais dire, je veux pas être péjoratif ou autre, je veux dire que c'est pas toujours les gens, je vais dire socialement, ce sont des fois, je veux dire, les notables de Bernay, on va les appeler comme ça. Voilà, et je trouve que c'est vraiment irrespectueux pour le personnel. Donc voilà, cet après-midi, on a reçu quelqu'un qui venait de Paris. Ça fait 1 an qu'il attendait d'avoir des rendez-vous autour de la région parisienne pour faire son passeport. Il est venu ici, le monsieur, il avait les larmes aux yeux. Et il a dit à l'employé, est-ce que ça va bien passer mon dossier? Il est passé, il a dit, qu'est-ce que je peux vous offrir monsieur pour ce que vous m'avez rendu comme service, même si j'ai dû venir de Paris pour faire mon passeport avec le temps et le trajet. Donc vous voyez, il y a quand même des gens qui sont reconnaissants, mais on s'aperçoit quand même que les Bernéens, ils sont de plus en plus impatients. Non. Je ne dis pas tous, je n'englobe pas tous, et la preuve, je ne donne pas de nom, donc on n'englobe pas tous, voilà. Donc concernant les incivilités envers les employés, à partir du mois de janvier, je ne sais plus quand, il y aura des mesures qui vont être mises en place. Parce que c'est inadmissible. Hier, il y avait un nid de frelons sur le stade. Il y a une personne, pareil, qui a agressé notre agent, qui a dit que c'était des incompétents, que c'était lui qui payait les impôts pour la ville, qui les payait eux pour leur salaire, enfin il les a traités. Il y a un nid de frelons, je comprends que ça peut, voilà, mais on a fait le nécessaire aussitôt pour aller, enfin on a appelé l'entreprise qui vient de l'enlever, mais je pense que le nid de frelons avec la grosseur qu'il avait, c'était pas d'aujourd'hui qu'il était là, mais avec les feuilles qui tombent, forcément on le découvre. Mais il faut voir comment il a été irrespectueux. D'ailleurs, j'ai demandé à la police de s'y rendre. Vous voyez? Donc je ne vais quand même pas faire intervenir à chaque fois la police pour demander le respect et autres aux personnes. Voilà. Plus de questions, donc on va... Pascal. Oui, je suis désolé de réintervenir parce que vous me le permettez avec votre intervention. Donc on se recentre sur la délib. Donc oui, c'est une privatisation des services entretien et nettoyage et non pas aucune externalisation. C'est les mots, hein, voilà. Donc moi, ce que je dis, c'est que comme vous, on connaît bien, comment dirais-je, le fonctionnement de la maison. On avait des corps de métier, comment dirais-je, dans notre collectivité. On avait des électriciens, on avait des menuisiers, on avait des peintres, etc. Les effectifs ont été réduits vraiment à peanuts. Et aujourd'hui, on est en difficulté. Et pour les questions d'entretien de nos bâtiments, de nettoyage, etc., c'est la même question. C'est-à-dire que c'est aussi un manque d'effectifs. Maintenant, vous avez dit que, comment dirais-je, vous avez du mal à trouver du monde pour oui. Alors moi, je vous invite, Madame le maire, parce qu'on est dans une campagne justement qui prend ce sujet-là à bras-le-corps, d'intervenir auprès des parlementaires que vous connaissez bien, que vous fréquentez souvent, sur la question des salaires. Parce que, je vais vous prendre un exemple, vous en avez pris un, moi je vais en prendre un deuxième. Moi, on vient me voir aussi tous les jours dans la rue hein, pour m'évoquer les problèmes. Je vous en dis qu'un dixième de ce qu'on me racontait. Et certainement beaucoup d'entre nous aussi, pour vous épargner, parce que vous faites quand même un travail de terrain qui est reconnu. Il n'empêche que, moi on me dit, ouais Pascal, je cherche un charpentier, j'en trouve pas. Ben, j'ai dit, ouais mais combien tu le payes? Combien tu veux le payer?
Ben non, tu ne vas pas en trouver. Parce que monter sur un toit l'hiver ou comment faire de la charpente, etc., tu ne payes pas quelqu'un au SMIC. Eh ben, la question des salaires, c'est une question importante. Il y a une campagne nationale aujourd'hui, comme quoi il faut augmenter les salaires. Vous voyez les parlementaires, Monsieur Lecornu, régulièrement, vous en voyez certainement d'autres aussi. Et il faut leur rappeler que la campagne des salaires, c'est quelque chose d'important. Et qu'il faut prendre sur les super profits. Parce qu'il y en a marre de dire qu'on ne trouve personne pour, dans les restaurations, dans les services, etc., etc. Bah oui, parce qu'il y en a marre d'être payé au lance-pierre. C'est une vraie question, ça aussi. Et aujourd'hui, la question des salaires, vous avez raison, vous ne pouvez pas la résoudre localement, mais comme vous avez la chance de fréquenter des parlementaires sur lesquels vous appuyez, eh ben, dites-leur que c'est au cœur des préoccupations de nos concitoyens aujourd'hui, la question du salaire. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est à l'os avec ces questions d'augmentation des énergies, avec la plaquette de beurre ou le café qui passe à des sommes qui sont incroyables, et que ça ne va pas aller de mieux en mieux. Alors si vous proposez des salaires qui sont comment dirais-je, à ce qui était peut-être éventuellement possible il y a quelques années, aujourd'hui c'est plus possible. Donc aujourd'hui, si on veut avoir des métiers, si on veut avoir des corps de métier, si on veut avoir des gens aussi qui aiment le travail pour lequel ils ont été, comment dirais-je, embauchés, il faut que la question salariale ne soit pas une question qui soit mise de côté. Alors, je te rejoins, Pascal, là-dessus. Dans la collectivité, les salaires ont été augmentés. Ça a même mis par certaines collectivités à mal. Il y a eu 2 augmentations coup sur coup, avec des revalorisations. Les collectivités qui n'avaient pas anticipé se sont retrouvées un peu, comment dire, un peu enquiquinées avec cette augmentation qui n'avait pas été prévue. On a eu une augmentation en mars ou avril, on a eu une augmentation en juillet. Et donc, dans les collectivités, c'est figé. Les grades, les échelons, les machins, on ne peut rien faire. Dans le privé, et c'est là que je te rejoins, dans le privé, on dit qu'on ne trouve pas de personnel. C'est vrai qu'il y a dans certaines corporations, les salaires, ils ne sont pas élevés. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise, ils l'ont bien compris, que s'ils voulaient avoir du personnel et le garder ou en embaucher d'autres, les salaires ont nettement augmenté. On ne retrouve pas du collègue. Après, dans la restauration ou autre, ça je ne peux pas parler à leur place. Je connais dans ma corporation et dans d'autres coopérations de clients que je connais, les salaires aujourd'hui, ils ont été nettement réévalués. Parce qu'on sait très bien que quand on a quelqu'un, un bon salarié, parce qu'aujourd'hui, on est presque dans le plein emploi, puisque tout le monde cherche et personne ne trouve. Donc aujourd'hui, un salarié qui n'est pas très content de son salaire, je ne vais pas dire comme le président Macron avait dit, on traverse la rue, on va trouver, mais c'est presque ça. C'est-à-dire qu'il va dans une entreprise qui est ou de la même corporation où il était avant, et ben, il va être payé beaucoup plus cher et on va le garder. On dit qu'il n'y a pas de chauffeur, il n'y a plus de chauffeur poids lourd, il n'y a plus de chauffeur de bus, il n'y a plus de mécano, parce que moi j'en parle, mais c'est pas de maintenant. Il n'y a plus de mécano, il n'y a plus de carrossier, mais il y en a depuis très longtemps. Et il y a depuis très longtemps qu'il y a des professions qui sont en souffrance. Parce qu'avant, on disait, il faut toujours faire un bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, parce que vous aurez un meilleur salaire, vous serez mieux, et on a dénigré les professions manuelles. Mais aujourd'hui, celui qui se tourne vers un métier manuel va gagner bien plus que celui qui a un bac plus 4, plus 5. Bien plus. Parce qu'aujourd'hui, tu fais venir un serrurier parce que tu as cassé ta clé ou tu n'arrives pas à enlever ta barre. Si tu l'appelles après 21h, il te prend 600 balles pour te changer ta serrure. Enfin, je veux dire, donc quand même, les métiers manuels aujourd'hui, ils gagnent de l'argent. Si, voilà, niveau dans l'entreprise qui vont bien, ils gagnent de l'argent. Voilà. Plus de questions? On est parti loin. Mais t'inquiète pas, Pascal, je fais toujours remonter les problèmes qu'on a à la base à mes amis là-haut, comme tu dis. Voilà. On passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Là, vous avez le compte-rendu des décisions qui ont été prises du 16 septembre au 1er novembre. Est-ce que vous avez des remarques à faire ou des questions ou... Non, pas de questions. Bon, je vous remercie. Donc, on va passer aux questions orales. Nous avons eu 3 questions. Alors, je voudrais rappeler encore un peu les règles. Normalement, les questions orales, comme le conseil est à 18h30,
elles doivent nous arriver les 3 jours francs avant 18h30. Mais comme je suis de bonne composition ainsi que notre majorité, on va vous répondre. Ça m'évite de les reporter au prochain conseil si des fois vous aviez d'autres questions orales. Donc on va vous répondre. Je crois que la première question, suivant l'heure, vient de Madame Pitette, je crois. Hein, je suis pas... Non, c'était de Monsieur Van Vleeteren. Pardon. Alors, je vous écoute, Monsieur Van Vleeteren. Juste pour vérifier, j'étais dans les temps ou pas? Il faut que vous envoyiez avant 18h30, 3 jours avant le conseil. On est jeudi, on aurait dû recevoir les questions lundi. Oui, voilà, mais c'est pas grave, on va vous répondre. C'est 3 jours avant? Oui, c'est 3 jours avant, comme ce n'est le règlement. Bon, je vous ferai plus de questions alors. Oh, mais vous pouvez, la preuve, on va vous répondre. C'est gentil, mais je pense que, vu le délai court que l'on a entre le moment et de l'information du conseil plus l'ensemble des délibérations, c'est un peu chaud pour... Oui, mais je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'il y ait un conseil pour nous envoyer vos questions orales. Vous pouvez les envoyer à n'importe quel moment. Mais il faut que ça arrive 3 jours avant. Et puis en plus, vous avez les commissions qui expliquent ce qu'il va y avoir en délibération. Allez-y. Oui. J'ai eu la commission le lundi aussi. Mais c'est pas grave. J'essaierai de respecter les délais. Merci. Madame le maire, nous traversons une période où le pouvoir d'achat est au centre des préoccupations de nos citoyens. Tout augmente, l'électricité, le chauffage, l'essence, l'alimentaire, la taxe foncière, etc. Et toutes les raisons sont bonnes pour justifier toutes ces augmentations, l'inflation et puis aussi la volonté de certains d'augmenter les prix. Notre groupe Uni pour Bernay, dès 2020, était soucieux de redonner du pouvoir d'achat aux Bernayens. Nous avions proposé dans notre programme la création d'une mutuelle municipale et la mise en place d'achats groupés à minima pour l'énergie, électricité, gaz, fioul, granules, bois. Nous sommes bien évidemment heureux de constater qu'une mutuelle municipale a vu le jour et nous souhaiterions vivement que votre majorité mette en place au plus vite des achats groupés afin de permettre aux Bernayens de faire aussi des économies sur leurs factures d'énergie. Les nombreuses communes qui ont déjà mis en place ces achats groupés ont permis à leurs habitants de réaliser jusqu'à 20% d'économies pour des produits et des services dont l'utilisation quotidienne est une nécessité, telle que l'électricité ou le gaz. Nous pensons donc que face aux hausses spectaculaires à venir, il est urgent d'agir et nous vous encourageons à faire de la mise en place d'achats groupés une priorité. Par ailleurs, il est important de préciser que ces achats groupés sont très vertueux pour l'ensemble de la commune car le gain de pouvoir d'achat significatif qu'ils permettent d'obtenir pour toutes les familles profitera aussi à l'économie locale, à l'inverse bien évidemment des hausses d'impôts qui lui nuisent. Avez-vous déjà initié un tel projet ou pensez-vous en faire une priorité dans les prochains jours, semaines? Merci. Alors je vais vous répondre, M. Van Vleeteren, je vais vous faire la même réponse que j'ai fait à M. Schumberger lors d'une question orale arrivée en retard, mais que j'ai quand même dit dans un précédent conseil. C'est l'intercommunalité qui va lancer un marché pour l'ensemble des communes. Parce que nous, on a regardé déjà une première fois, pour la commune, il n'y a pas assez de gains. Mais quand on le fait à l'ensemble du territoire avec toutes les communes, je pense qu'on aura plus de poids. Donc ça va être lancé tout début d'année. Question suivante, c'était Madame Pitette. Et je laisse Monsieur Pereira répondre. Je vous remercie. Madame, ma question aura trait à la nouvelle organisation du service de la culture à Bernay et de la direction du théâtre Le Piaf. Il est à noter d'ailleurs que cette appellation gomme le souvenir de la personne même d'Edith Piaf, Giovanna Gassion plus exactement, chétive méchantant, d'où son surnom la môme Piaf, qui lui donnera son nom de scène. Je suis ici la voix de nombreux Bernayens qui ont été interloqués par cette nouvelle organisation. Il était connu de tous que Madame Adèle Comélas et Madame Oriane Hébert travaillaient de longue date et très bien ensemble, avec bonheur avec Madame Turmel, leur adjointe référente. Le pôle culture existait donc de fait, travaillant avec la médiathèque. Pourquoi vouloir désormais insérer au-dessus des directeurs du musée, de la médiathèque et du théâtre une nouvelle entité?
Ceci ressemblerait fort à une rétrogradation. Quel message adressez-vous à ces personnes compétentes, diplômées, investies dans leurs fonctions et à celles qui nous restent? Je pense aux actions, visites insolites, actions, conférences proposées par Madame Hébert. Je pense à Madame Barbara Auger qui a travaillé d'arrache-pied pour obtenir son diplôme d'animatrice du patrimoine, permettant ainsi à la ville de conserver son label Ville d'art et d'histoire. Vous nous aviez indiqué lors d'un conseil municipal que le poste de chasseur de subventions était ardu et un emploi à temps plein. Comment une même personne pourra-t-elle poursuivre cette tâche, se charger non seulement de l'encadrement de ce qui se passe au musée, à la médiathèque, tout en étant elle-même directrice du théâtre? Une saison n'est pas une suite de spectacles posés les uns à la suite des autres, mais un ensemble équilibré permettant à tous, quel que soit son âge ou ses préférences, de bénéficier d'une vraie politique culturelle. Les milieux de la culture, du théâtre, du spectacle sont des milieux très spécifiques. Il faut de longues années pour y construire son réseau. Martin Roch et Adèle Comellas ont parfaitement rempli leur fonction de directeur, amenant à berner des spectacles de qualité que seuls, et j'insiste pour dire seuls, ceux qui les ont vus ont pu apprécier et juger. Ces dernières saisons ont d'ailleurs aspiré vers Bernay des spectateurs venus d'ailleurs, un peu jaloux de la qualité des représentations proposées ici. Pardon ? Je vois que vous souriez beaucoup. Je ne sais pas si... J'ai toujours le sourire, Madame Piquet. Oui, oui, mais vous n'êtes pas la seule, là. Alors maintenant, que devenons-nous? Une proposition serait que Bernay, mais je ne doute pas une seconde que ce ne soit dans vos projets, que Bernay puisse jouer la carte de la Normandie et sortir son nom du lot. On parle de notre région en ce moment grâce à des pilotes de Formule 1, à un rappeur canet, aux chanteurs et écrivains même de la région de Bernay, je pense à la famille de Lerme, je pense à d'autres Normands bien connus, François Morel par exemple. Et nous avons Piaf qui, disait-elle elle-même, avoir vécu à Bernay ses meilleures années. Comment ne pas en profiter pour faire connaître la ville et attirer l'attention sur elle? Comment dans cette ville, où elle a vécu, le théâtre portant le nom d'une des chanteuses les plus connues hors de nos frontières jusqu'aux États-Unis ou en Asie, comment ce théâtre peut-il ne contenir, sauf erreur de ma part, aucun rappel sur la raison de son appellation, qui parmi les touristes et même les Bernayens, c'est pourquoi le théâtre s'appelle le Piaf. Dans notre ville, outre la toute petite rue qui porte son nom, je crois que pas une stèle, pas une statue, pas une photo, pas une affiche, pas une pochette de disque, rien au sujet d'Édith Piaf. Un seul endroit, un restaurant privé, à lui, fait un mini-musée, une salle qui lui est dédiée et qui est très appréciée des touristes. Alors, si nous souhaitons dynamiser la ville, parler de son attractivité, comment ne pas utiliser cet atout culturel? Nous sommes à 1h30 de Paris. La région subventionne les bonnes idées valorisantes pour son image. Je propose par exemple que soit constitué au Piaf peut-être un festival. Festival Édith Piaf et des expositions Édith Piaf, Marcel Cerdan. On peut en faire des tonnes en fait autour de ces personnages. Mais je reviens sur l'axe fort de mon intervention. Ce qui m'importe aujourd'hui, au-delà du déni de la qualité du travail et d'un manque de reconnaissance envers des agents très investis dans leurs fonctions, quel est le message qui leur est envoyé? Comment imaginer le ressenti de ces directeurs et employés de la ville que vous mettez sous la tutelle d'un agent moins spécialisé, posté justement là où la connaissance des sérails est indispensable? Veut-on les démotiver? Quel signal leur être adressé? Quel est l'intérêt de ce changement? Économiser un salaire? Au final, surtout, quel en sera le résultat sur la qualité de la politique culturelle de notre ville, sa réputation et son image? Je vous remercie. Je vais laisser M. Ferreira vous répondre et je ferai un mot de clôture.
Donc tout d'abord, Madame le maire, si vous me le permettez, je vais faire comme Madame Pittet et faire quelques digressions pour répondre finalement à la question. Il existe deux façons d'exister politiquement. La première consiste à occuper le terrain, travailler pour défendre ses idées, ses idéaux, posture qui est l'apanage d'une opinion et d'une opposition constructive. La seconde réside à créer vainement des polémiques en s'attirant les faveurs d'une presse avide de sensationnel. C'est cette posture que M. Schlumberger et Mme Pittet ont choisie en assénant une fois encore des contre-vérités emplies de ressentis sans aucun élément factuel. Contrairement à vos allégations mensongères, je vais étayer mes propos en m'appuyant sur des faits en ce qui me concerne. Vous dites être considérés comme des élus de second rang, quand M. Pascal Ditch, qui a plus de 20 ans d'expérience dans la vie politique, ne cesse de saluer notre majorité, qui a été la seule, et moi aussi je dis la seule, à respecter les oppositions en débattant avec elle. Ces propos sont injustes, à plus d'un titre. Malgré vos constantes attaques par médias interposés, vous étant dévoués corps et âme, nous poursuivons inlassablement notre démarche constructive en partageant toutes les informations que nous pouvons communiquer en fonction de l'état d'avancement des projets. Ensuite, je voulais savoir quand un président de commission vous a censuré. La réponse, elle est rhétorique, jamais. Car nous nous efforçons de répondre à toutes vos questions, malgré parfois la faiblesse du niveau de celle-ci, démontrant une fois de plus votre méconnaissance du fonctionnement d'une collectivité, alors que cela fait plus de 2 ans que nous sommes élus. La preuve en est, je ne me base que sur du factuel, la preuve en est de cette indécente méconnaissance. Vous demandez, dans le canard déchaîné de Bernay, à être inclus dans l'élaboration de l'organigramme de la collectivité. Je vais donc vous renvoyer vers un ouvrage rouge que l'on appelle le Code général des collectivités territoriales, qui réglemente l'administration de toute collectivité. Celui-ci énonce clairement qu'en tant qu'autorité territoriale, le maire administre la collectivité et détient l'ensemble des pouvoirs concernant la gestion du personnel, nomination, promotion et sanction. Il est aussi le supérieur hiérarchique des agents de la commune et décide de l'organisation des services, de la hiérarchie, de l'affectation des agents, des priorités dans les missions et des moyens à mettre en œuvre. C'est pas moi qui l'invente. Mais non content de briller par votre incompétence dans l'administration d'une collectivité, vous abaissez un peu plus le niveau en instrumentalisant à présent des agents de la collectivité pour tenter d'exister. Mais qui êtes-vous pour juger des compétences des agents de la collectivité? Pour qui vous prenez-vous pour livrer en pâture à la presse, dépourvu d'une quelconque déontologie, le nom de fonctionnaires qui n'ont pas demandé à être cités? Ceci est indigne de la posture d'élu. Sachez qu'il existe un décret datant du 3 avril 1985 qui fixe les modalités d'exercice du droit syndical dans les fonctions publiques territoriales. Aussi, si ces agents avaient eu besoin d'être défendus, elles ne seraient certainement pas tournées vers vous, mais vers les représentants du personnel de la collectivité. Et juste pour rappel, car je constate que vous continuez à survoler les dossiers, préférant les accusations mensongères aux faits, la municipalité de Bernay est exemplaire en matière de politique de ressources humaines, car peu nombreuses sont les collectivités à avoir mis en place un service de qualité de vie au travail permettant d'accompagner les agents au quotidien. Exemplaire aussi par la cohérence dans l'organisation de ces pôles et cohérente par rapport à l'organisation d'autres collectivités de sa strate, et parfois même plus importante. Je prends l'exemple de Ponteau-de-Mer, dont le directeur du pôle culturel est aussi le directeur du théâtre, l'Éclat, et je pense que tout le monde ici est d'accord pour dire que la culture fonctionne plutôt bien à Ponteau-de-Mer. Le problème, c'est que vous ne partez pas du bon postulat. Vous voyez le management par le seul prisme pyramidal. Mais ça, c'était l'ancien monde. Depuis la loi de transformation de la fonction publique, je vous donne encore des références réglementaires, le législateur demande aux collectivités d'être agiles dans leur gestion. Nous assumons nous être inscrits dans cette modernité en adoptant un management participatif et transversal,
où les projets sont co-construits avec l'ensemble des sensibilités de la collectivité pour justement pouvoir répondre aux besoins du plus grand nombre de nos administrés. Comme je reste attaché quand même à l'aspect pédagogique des choses, je vais vous donner à nouveau des conseils qu'il serait bon de suivre afin de respecter l'une de vos promesses de campagne, qui était, je le rappelle, de pacifier les relations politiques sur le territoire. Tout d'abord, avant de vous positionner en donneur de leçons, il serait de bon ton d'être exemplaire vis-à-vis des Bernéens qui ont voté pour vous et qui se plaignent de votre cruelle absence sur le territoire. Vous étiez aux abonnés absents à l'inauguration du skatepark, au concert du 11 novembre, et je pourrais citer une liste à l'après-vert tant les occasions sont nombreuses. Ce qui m'attriste le plus dans l'histoire, c'est que vous avez même réussi à être absent au lancement du festival Génération Durable, piloté par Pascal Griot, l'un de vos colistiers. Festival remarquable. Quel manque de considération vis-à-vis de vos colistiers. Et là, je parle de manière générale, puisque c'est le ressenti d'un certain nombre d'entre eux. Mais je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là ce soir. Ensuite, avant de travailler pour les prochaines élections municipales de 2026, il reste encore un peu plus de 3 ans pour œuvrer pour notre territoire. Où sont les emplois que vous aviez promis aux Bernéens? Citez-nous ce que vous avez apporté aux Bernéens depuis que vous êtes élus, à part son lot de polémiques pour tenter d'exister politiquement, faute de projet pour Bernay. Ah si, pardon, le rachat de la maison où a grandi Edith Piaf. Ça, c'est un projet global qui va résoudre tous les problèmes des Bernéens. Autre conseil, renouvelez-vous. Je pense que vous avez suffisamment rongé l'os de la culture. Mais pour définitivement clore le sujet et rétablir la vérité, nous n'avons jamais dit que la programmation précédente n'était pas de qualité, Madame Pitette. Non, non, non. Mais que celle-ci était élitiste. Ce n'est pas la même chose. Et ce n'est pas Madame le maire ou Monsieur Pereira qui le disent. J'ai rencontré des associations. J'ai participé au conseil d'école où parents et corps professoral faisaient part de cette réalité. Il n'y avait pas de spectacle pour enfants de programmer à la fin de l'année. Mais tout comme les ressentis que vous avez, en avançant cela, je reste subjectif comme vous. Donc, parlons chiffres pour rendre factuelle la problématique de la programmation du PIAF. Sur la saison 2021-2022, le taux moyen de remplissage du PIAF a été de 50,3%. Et en plus, vous me dites qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur. Imaginez le nombre de Bernéens que ça touche. À peine la moitié de sa capacité. Comment peut-on dire, avec ces éléments très factuels, que la programmation était pleinement adaptée au territoire de Bernay? C'est soit une méconnaissance de tous les aspects du territoire, soit un calcul politique. Par contre, je ne peux pas entendre qu'une programmation plus populaire ou diversifiée soit considérée de mauvaise qualité. Surtout venant de personnes qui ont voté contre le projet de la prairie de la Charentonde, considérant que le skatepark était, je vous cite, has-been. Quand on voit aujourd'hui le succès de ce projet, où l'on voit des personnes âgées s'adonner à du renforcement musculaire, au milieu d'enfants faisant leur premier pas sur le parcours de motricité, et des jeunes venir de Lisieux, Ponteau-de-Mer, Conches, pratiquer diverses activités physiques, je pense que vous pouvez bien nous laisser le bénéfice du doute et nous permettre d'expérimenter et de réajuster si besoin. Au passage, Madame Pitette, vous qui dites, à qui veut bien l'entendre, que vous vous rendez régulièrement au PIAF pour voir les spectacles, vous semblez découvrir en ce mois de novembre que cet équipement culturel ne s'appelle plus Théâtre Edith Piaf, mais le PIAF. Pardon, mais cette décision remonte à 2018, pour être précis, et revient à Monsieur Bonamy, ancien maire. Donc nous n'y sommes pour rien. Je vous fais d'ailleurs passer l'invitation d'octobre 2018 pour l'inauguration du lieu. Enfin, il serait bon que vous fassiez preuve d'un tant soit peu de constance et de cohérence dans vos prises de position. Vous étiez les premiers à dire que vous veilleriez à ce que la majorité fasse attention à l'inflation de la masse salariale. Et à présent, il faudrait à tout prix recruter un directeur de théâtre, alors que nous avons l'opportunité d'expérimenter une organisation qui permettra de valoriser un parcours en interne. C'est aussi ça la loi de transformation de la fonction publique. Je vous conseille de la lire d'ailleurs. Je vais d'ailleurs proposer à notre directrice de l'action culturelle de rapidement programmer une date au PIAF pour une représentation,
car vouloir augmenter les dépenses de fonctionnement en gardant un taux d'imposition d'il y a 20 ans est réellement digne d'un grand magicien pour conserver l'équilibre budgétaire d'une collectivité. Et pour cela, je vous renvoie à la loi organique relative aux lois de finances qui établit les 6 grands principes budgétaires, dont l'équilibre. Pour conclure, et nous en arrivons toujours à la même conclusion, mettez-vous au travail. Les Bernéens n'ont pas besoin de polémistes, mais d'élus de terrain qui travaillent pour l'intérêt général. Ils n'ont pas besoin non plus de martyrs. Alors arrêtez de vous victimiser sans arrêt. Vous êtes à chaque fois à l'initiative des coups politiques portés et vous tentez à chaque fois de nous faire endosser le mauvais rôle. Ce sont des pratiques d'un autre temps. Donc modernisez-vous et soyez constructifs comme vous y étiez engagés lors du premier conseil municipal. Mais surtout, ne vous avisez plus à franchir la ligne rouge en prenant en otage des fonctionnaires d'une collectivité. Je vais compléter, Madame Pittet, concernant le travail de longue date qui était connu entre Adèle Comélas et Oriane Hébert. Pas du tout, Madame. Vous avez oublié que Madame Hébert a eu un congé de maternité. En fin de compte, ils n'ont travaillé que 4,5 mois ensemble. Vous ne pouvez pas dire que c'est un travail de longue date, Madame. Voilà, c'est juste. Donc, avant de polémiquer et d'entraîner nos employés dans un, comment dire, de dénonciation, de critiquer que nos agents ne sont pas à la hauteur, balayez devant votre porte, s'il vous plaît. Et maintenant, si je vous entends encore une seule fois critiquer nos employés ou que je vois défrayer dans la presse contre nos employés, vous aurez affaire à moi. J'ai simplement dit, Madame, qu'elle n'était pas spécialisée. Vous n'avez pas la parole. Vous savez ce qu'elle a comme diplôme, Madame Belzemetti? Elle a le diplôme supérieur à Adèle Comélas. Je vous rappelle qu'Adèle Comélas, elle était qu'animatrice. D'accord? Et elle faisait, avant d'arriver chez nous, de la médiation au département dans les collèges. Elle n'avait pas le truc de directeur de la culture, comme l'avait Martin Roch. Voilà. Donc avant, renseignez-vous, s'il vous plaît, au lieu d'écouter les ragots et les bruits de couloir. Monsieur Schlumberger, je vous donne la parole pour votre question orale. Comme vous le savez, la maison où a grandi Édith Piaf est sur le point d'être vendue. Édith Piaf dit avoir passé les plus heureuses années de sa vie. La nouvelle de la mise en vente de cette maison a eu un retentissement national pendant plusieurs jours. Europe 1, BFM, France 2, France Bleu pour ne citer que. Par ailleurs, les visiteurs anglais de notre comité de jumelage, lors de leur dernier passage, nous ont demandé où l'on pouvait trouver et visiter la maison d'Édith Piaf. Il nous paraît évident que nous ne pouvons pas manquer de saisir cette opportunité unique d'acheter cette maison pour en faire un musée relatant la vie de cet artiste mondialement connu. Sachant que la ville a préempté l'achat d'une maison proche de la gare pour la détruire et en faire un parking, les Bernéens ne comprendraient pas que nous ne décidions pas de ne pas acheter cette maison qui représente véritablement une opportunité unique à saisir. Comme vous le savez, en utilisant l'EPF, la ville aura 5 ans pour boucler le financement de cet achat. Il s'agit donc d'un projet totalement réaliste et réalisable. Pour vous, qui parlez souvent de développer l'attractivité de Bernay, c'est l'occasion rêvée d'agir en ce sens aux yeux de tous. L'objet de notre proposition, sur laquelle nous voudrions vous entendre, serait donc d'acquérir cette maison et de remplacer progressivement sa vocation de lieu d'habitation en musée à la mémoire d'Édith Piaf. Nous sommes convaincus que la ville y gagnera énormément en renommée et mener à bien ce projet profitera à tous les Bernéens tant les retombées seront fortes et importantes dans la durée. Pour finir, avant de vous entendre, je dirais que si certains évoquent l'idée de choisir un autre lieu dans la ville pour créer un musée d'Édith Piaf, ce n'est pas une bonne idée, car un tel choix n'aura pas la même résonance, ne provoquera pas le même émoi pour les visiteurs qui se trouveront privés de voir le lieu où Édith Piaf a grandi. Et c'est bel et bien ce que les visiteurs recherchent. Ils veulent voir et visiter la maison originale et historique où a grandi Édith Piaf avant tout. D'ailleurs, nombreux sont les commerçants bernéens qui vous diront avoir été interpellés par les touristes à ce sujet. Merci d'avance de votre réponse. Je veux dire, merci Milord. Pardon, merci Monsieur Schlumberger pour cette question.
Déjà, vous avez bien raison de préciser que c'est la maison où Édith Piaf a grandi, et encore 5 ans seulement. Parce que j'ai beaucoup vu et lu, ici et là, des raccourcis. Des maisons Édith Piaf, il y en a, oui, en Provence ou à Paris, mais pas à Bernay. La maison à laquelle vous faites référence était donc celle de sa grand-mère, qui abritait notoirement une maison close. On est bien d'accord sur le sujet. Passé ce rappel, Monsieur Schlumberger, je suis un peu surprise de cette demande, vous qui, lors du précédent débat budgétaire, aviez considéré que ce n'était pas opportun d'investir dans une résidence d'artistes pour une collectivité aux finances tendues, qu'il fallait revoir le tout et faire des appartements. Trouvez-vous à présent que les finances sont moins tendues? Néanmoins, je suis d'accord avec vous, et Madame Pittet d'ailleurs, il y a un sujet autour d'Édith Piaf, des opportunités manquées depuis des années. C'est vrai que pour seule et unique trace de son passage, une plaque de nom de rue, c'est bien chétif comme dirait Madame Pittet. C'est vrai qu'il y a un sujet d'attractivité touristique et d'une certaine manière d'identité locale. C'est vrai aussi que le prix de mise en vente de ce bien ne nous fait pas tourner la tête. Mais acheter même sur 5 ans, et pour y faire quoi? Comment? Puisqu'on nous donne des conseils sur la gestion de nos équipements culturels, je suis curieuse de voir ce que vous préconisez quant à cet éventuel musée. Déjà, je rappelle que nous sommes en France, pays des droits de l'homme, certes, mais aussi des normes contraignantes. Ce bâtiment est-il seulement en capacité de recevoir du public? Quels seraient les travaux d'accessibilité et de sécurité à y faire? Ensuite, un musée, c'est sans doute un lieu, un bâtiment quel qu'il soit. Mais croyez-vous vraiment que des visiteurs viendraient à Bernay et payeraient une entrée pour voir seulement un bâtiment et les feuilles mortes tombant à proximité? Moi, je pense que les visiteurs se déplacent dans un lieu pour avoir des choses à voir, à faire, du contenu, des objets, des pièces de collection. Vous en avez peut-être concernant Édith Piaf, vous avez peut-être un musée de Édith Piaf chez vous, Monsieur Schlumberger, parce que nous, à la ville, on n'a rien. Par exemple, dans le musée d'Édith Piaf à Ménilmontant, créé par un collectionneur et ami de la chanteuse dès 1968, il y a des objets personnels de l'artiste. Une collection de faïences, des affiches, des portraits, une de ses fameuses robes noires, ses chaussures, son ours en peluche, même ses testaments signés de sa main. Mais nous, on n'a rien de tout cela. Alors, si en plus, il faut faire les ventes aux enchères pour constituer une collection qui rendra notre musée intéressant et, disons-le, viable, le coût commence à grimper. Tout ça devient rapidement moins réaliste et réalisable. Car une nouvelle fois, si, comme on vous l'explique depuis déjà 2 budgets, il y a l'investissement, mais il y a surtout le fonctionnement. Chauffer, éclairer, entretenir, les agents qui travaillent sur site. Autant de coûts supplémentaires pour la ville, d'autant que s'il peut y avoir des hypothétiques subventions sur l'investissement, il n'y en aura pas sur le fonctionnement. Connaissez-vous par exemple, vous qui êtes très culture en ce moment au sein de votre liste, le coût de fonctionnement annuel du musée, charges de personnel comprises? Plus de 404 436 € pour l'année 2022, avec l'atterrissage qui est déjà prévu, pour 5 902 € de recettes attendues fin d'année 2022. Donc je répète bien les chiffres, le coût du musée, charges salariales comprises, coûte, avec les fluides bien sûr, 404 436 €. Et en recettes, nous sommes très contents pour cette année, nous atteignons 5 902 €. Est-ce que vous pensez que la ville peut supporter un tel coût pour un autre musée? Allons plus loin, parce que M. Ditch trouvait aussi que c'était une bonne idée que la ville porte un tel sujet, lui qui est, je le rappelle, vice-président à l'Interco chargé de la culture. Pourquoi serait-ce à la ville forcément de porter ce projet? Est-ce que Pascal, t'en as discuté avec ton homologue au tourisme? Je crois pas, j'en ai pas l'impression. C'est un peu le label, l'histoire du label Ville d'Art et d'Histoire. Ça, tout le monde trouve ça génial. On est les seuls du département, bravo! Mais si je ne rencontre pas la DRAC dès le début du mandat pour sauver le renouvellement, tout serait déjà tombé à l'eau.
Moi aussi, quand je me promène à Bernay, je me dis, ça serait bien que la ville fasse ça, achète ça, construise ceci. Ça serait bien qu'on rénove ça, qu'on agrandisse ici ou là. Mais être aux responsabilités, ce n'est pas certainement de voir la vie en rose. C'est voir la réalité telle qu'elle est. Voilà pourquoi on ne peut pas s'engager de manière aussi impromptue, impréparée et subjective sur cette préemption. Pour conclure, effectivement, sous le ciel de Bernay, il y a quelque chose à faire autour de la mémoire d'Édith Piaf, mais réfléchissons-le et pensons-le ensemble, si vous le voulez, notamment en commission culture, plutôt que de commencer par se mettre dans un engrenage budgétaire complexe et qui pourrait s'avérer désastreux pour la ville au profit d'un projet qui n'aboutirait peut-être jamais. En tout cas, c'est notre approche au sein de cette majorité. Enfin, sachez néanmoins, Madame Pittet et Monsieur Schumberger, que non, je ne regrette rien quant au choix de notre direction de l'action culturelle. Et je suis prêt à parier qu'un jour ou l'autre, vous serez emportés par la foule de nos programmations culturelles 2023-2024. Nous en reparlerons. Je vous remercie. La séance du Conseil est clôturée.